La Renaissance s'exprime au XVe siècle, dans la plus grande partie de l'Italie, puis dans le reste de l'Europe. On parle de Renaissance artistique, au sens où les œuvres de cette époque ne s'inspirent plus du Moyen Âge, mais de l'art gréco-romain. Elle se termine vers la fin du XVIe siècle. Cette époque marque la fin du Moyen Âge et le début des temps modernes. La production artistique du Moyen Âge était très riche, mais la Renaissance amorce un grand changement dans la façon de représenter le monde. On redécouvre l'art des anciens Grecs et des Romains. On s'intéresse aux ruines antiques, on fait des fouilles et on collectionne des antiquités. La littérature grecque et romaine était déjà étudiée, mais à partir du XVe siècle, la diffusion de ces connaissances en Europe, à un plus large public, est possible grâce à l'invention de l'imprimerie. La Renaissance place l'homme au centre de ses préoccupations. On s'interroge sur le monde qui l'entoure. Les humanistes sont des penseurs, des écrivains ou des savants. Ils sont passionnés par l'Antiquité et veulent changer la place de l'homme dans la société. Une véritable révolution picturale secoue la Renaissance. Sous l'influence des idées des humanistes, on voit émerger un nouveau système de représentation du monde qui prend pour modèle la nature telle qu'elle s'offre à nos yeux. Deux innovations essentielles traversent la période. L'invention de la technique de la peinture à l'huile au début du XVe siècle et la découverte des lois de la perspective en Italie. Jusque-là, les peintres mélangeaient leurs pigments avec un liant à base de jaune d'œuf, qu'ils délayaient ensuite avec de l'eau. Cette technique, dite à tempera, présente l'inconvénient de sécher rapidement, ne permet pas les retouches et est sensible à l'humidité. C'est Jan van Eyck, peintre flamand, qui trouve la recette idéale en ajoutant de l'essence de térébenthine aux pigments liés à l'huile de lin, ce qui permet un séchage plus lent par évaporation. La peinture à l'huile autorise la superposition de fines couches transparentes de couleurs, les glacis, qui permettent d'obtenir des effets de lumière et d'ombre plus subtils, ainsi qu'une grande richesse dans les teintes. Le peintre peut ainsi faire ressortir les plus infimes détails dans le rendu des textures et des formes. La technique de la peinture à l'huile sera introduite en Italie et les peintres de Venise au début du XVIe siècle vont remplacer le panneau de bois par une toile tendue sur un cadre. Le tableau moderne est né. La découverte des lois de la perspective par les artistes de la Renaissance, qui sont à la fois peintres, architectes, sculpteurs et théoriciens, constitue une véritable révolution esthétique qui témoigne de la nouvelle vision du monde des hommes de cette époque. C'est à l'architecte florentin Filippo Brunelleschi que revient le mérite d'avoir exposé les principes de la perspective. Mais la véritable explication mathématique et géométrique sera réalisée par l'architecte Leon Battista Alberti. Ce procédé donne la possibilité de représenter le monde tel que l'œil humain le voit, en créant l'illusion de la profondeur. L'utilisation de la perspective connaît immédiatement un grand succès. Léonard de Vinci incarne le parfait idéal de la Renaissance, cumulant avec génie tous les talents. En peinture, il met au point une technique, le sfumato, destinée à produire des effets de profondeur en estompant les contours par un subtil jeu de dégradés. L'ensemble donne un effet brumeux ou vaporeux. Par la technique du clair-obscur, il joue sur les contrastes de lumière et d'ombre pour définir les formes. Nous allons maintenant étudier une de ses œuvres majeures, la Vierge au rocher. Son commanditaire est la confrérie de l'Immaculée Conception. Le tableau est commandé pour occuper le centre d'un retable. Il est destiné à la décoration d'une chapelle construite au sein de l'église Saint-François Majeur de Milan. L'œuvre raconte la rencontre entre Marie, l'enfant Jésus et Saint Jean le Baptiste, dans une caverne lors de l'épisode de la fuite en Égypte. Elle met aussi en scène un personnage d'ange, sans doute Uriel, qui est traditionnellement associé avec Jean. À l'origine, le tableau était sur un support en panneau de bois, mais il subit une transposition sur toile au début du XIXe siècle. Le tableau est réalisé à la peinture à l'huile, il est à base rectangulaire, avec un bord supérieur en forme d'arche. Ses dimensions sont de 199 par 122 cm. La Vierge au rocher est actuellement conservée au musée du Louvre. Le tableau met en scène un groupe de 4 personnages, représentés en pied et quasiment à taille réelle. Une femme, la Vierge Marie, est située au centre de la composition. Elle est agenouillée et fait face au spectateur. Sa main droite est posée sur l'épaule d'un jeune enfant, Jean le Baptiste, vu de profil, en prière et agenouillé. Le visage de Marie est incliné vers l'enfant.
Sa main gauche est étendue au-dessus d'un autre bébé vu de profil et assis, Jésus. Celui-ci fait un signe de bénédiction de la main droite en direction de Jean. Derrière et à la droite de Jésus se tient l'ange Uriel, également agenouillé, vu de dos et le visage tourné en direction du spectateur. La composition de la Vierge au rocher est dite en pyramide, au sommet de laquelle se trouve Marie, et dont les côtés sont soulignés par les gestes et regards de cette dernière. Son bras droit qui entoure le buste de Jean, et son bras gauche qui est prolongé par le drapé dans le dos de l'ange. La composition de la scène se bâtit également sur le jeu des regards et des gestes qui induisent notamment deux lignes fortes. Une verticale constituée des trois mains, de Jésus, de l'ange et de Marie, et une horizontale construite par le doigt de l'ange pointé sur Jean. Les gestuels et postures donnent une forte dynamique au tableau, comme c'est notamment le cas avec Marie, dont la rotation du buste suit le mouvement du bras et du regard sur Jean, en même temps qu'elle étend sa main gauche sur Jésus. Les regards circulent ainsi entre les personnages, de Marie à Jean, puis à Jésus, pour finir par l'ange qui regarde le spectateur. Marie est placée vers le centre du tableau, et en particulier son visage, qui est également le point de rencontre de plusieurs lignes de force. La ligne d'horizon, définie par la limite du plan d'eau dans le décor, passe au niveau de ses yeux. La broche qu'elle porte est au centre du tableau. Enfin, plusieurs plans agencent l'œuvre. Au troisième plan, la caverne présente deux galeries. Celle de gauche s'ouvre sur une étendue d'eau au pied de montagnes embrumées. Celle de droite ne laisse voir qu'une éminence rocheuse. Devant, les quatre personnages sont tous sur le second plan. C'est à ce niveau que se trouve l'ange, qui par son regard invite le spectateur à entrer dans la scène et assure ainsi une transition entre l'intérieur et l'extérieur du tableau. Enfin, au premier plan, le tableau présente un gouffre installant une coupure entre la scène et le spectateur. La Vierge au rocher est novatrice par les techniques de rendu de la lumière et des couleurs. La seule source de lumière semble provenir d'en haut à gauche et renforce le contraste entre les personnages et l'arrière-plan. Léonard de Vinci choisit de faire abstraction des coloris les plus vifs qu'adoptaient ses prédécesseurs et choisit d'utiliser des couleurs plus neutres et plus nuancées, des couleurs pâles, des nuances d'ocre et de gris notamment, conférant à l'œuvre une atmosphère crépusculaire. De plus, il joua sur les ombres et non sur le contour, en utilisant la technique du sfumato et en plongeant la scène dans la pénombre. Le tableau possède la qualité de faire rentrer le spectateur dans la scène par le rendu du modelé réaliste des chairs des personnages, de leurs vêtements ou de la matière composant les rochers et autres éléments naturels, représentés de manière quasi scientifique, ainsi que par l'impression de profondeur dans le paysage, rendue par la perspective mise en œuvre. Ce tableau est au centre d'un conflit qui dura 25 ans entre le peintre et ses commanditaires. La première version, conservée au Louvre, est créée entre 1483 et 1486, et se voit refusée car Léonard de Vinci y aurait exagérément mis en avant la figure de Jean le Baptiste au détriment de celle de Jésus. Il aurait alors dû faire une seconde version, plus conforme à la demande de ses commanditaires, dans laquelle le Christ tient la place centrale. Celle-ci fut peinte en deux temps, entre 1491 et 1499, puis entre 1506 et 1508. Elle fut exposée dans le retable avant de rejoindre à la fin du XIXe siècle la National Gallery de Londres. Si le tableau conservé au Louvre est de la main de Léonard de Vinci, celui de Londres pourrait avoir été réalisé par Giovanni Ambrogio, sous la direction de Léonard. Les deux tableaux sont essentiellement semblables dans leur conception générale, mais diffèrent par certains détails de composition et par leur technique d'exécution. Les figures y sont agrandies au sein de la grotte, et les gestes et le regard de l'ange sont supprimés. L'œuvre est reconnue dès sa création comme novatrice. Elle constitue une source d'inspiration et fait ainsi rapidement l'objet de copies, du vivant même de Léonard. Elle influença d'autres peintres dans leurs œuvres. La composition en pyramide qu'elle déploie est reprise entre autres par Raphaël. Mais la Vierge au rocher inspira parfois en dehors du domaine de la peinture. Ainsi, la version de Paris suscite ce quatrain, en 1861, dans le poème Les Phares de Charles Baudelaire. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants, avec un doux sourire, tout chargés de mystères, apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays.